Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Première Consultation. On est déjà à l'épisode 5 et le sujet du jour c'est « J'ai fait congeler mes ovocytes ». Donc c'est un sujet dont je voulais parler avec vous, c'est un partage qui est assez personnel, mais je pense quand même d'utilité publique. Depuis que j'ai entrepris cette démarche, j'en ai parlé avec beaucoup de femmes et toutes m'ont dit qu'en fait c'était important d'en parler davantage parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas forcément au courant ou qui ne savaient pas quelles étaient les démarches. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler du parcours par lequel je suis passée. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est plutôt féminin, mais je sais que c'est aussi important pour les hommes de l'entendre. Quand je l'ai partagé avec mes amis hommes, ils m'ont posé beaucoup de questions. Donc je pense que même si vous êtes un homme, à mon avis, le sujet peut quand même vous intéresser. Vous allez pouvoir apprendre des choses. Alors pour démarrer, je vous propose déjà qu'on pose les bases de tout ça. Donc en fait, la congélation des ovocytes, ça s'appelle la préservation de fertilité non médicale. Et c'est autorisé en France depuis 2021. Donc dans les textes, ce qu'on lit, c'est l'autoconservation de gamètes consiste en la congélation et la conservation de ses propres gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes, pour les avoir à disposition si projet d'enfant par la suite. Donc tout à l'heure, j'ai dit que ça pouvait concerner plus les femmes, mais les hommes peuvent aussi faire congeler leurs spermatozoïdes, donc il y a aussi des règles à savoir sur ça. Bon, par contre, on est d'accord que le processus, il est beaucoup moins invasif pour un homme qui voudrait faire congeler ses spermatozoïdes, mais il y a quand même des règles, donc je vais les aborder, et après on reviendra plutôt sur le sujet de la congélation des ovocytes. Alors les femmes, elles ont accès à ce process à partir de leur 29e anniversaire jusqu'à leur 37e anniversaire. Pour les hommes, c'est du 29e anniversaire au 45e anniversaire. Et les gamètes qui sont autoconservées, elles pourront être utilisées donc jusqu'au jour du 45e anniversaire pour la femme qui a vocation à apporter l'enfant et jusqu'au 60e anniversaire pour l'homme. Bon, comme ça au moins vous avez les éléments légaux, on va dire, de base. Vous savez à qui ça s'adresse. Si vous avez besoin de plus d'informations, j'invite les femmes à en parler avec leur gynéco. Et puis les hommes, vous pouvez en parler avec votre médecin ou vous rapprocher directement d'un centre spécialisé en la matière. Donc revenons à mon contexte. Si vous écoutez le podcast, vous savez déjà que j'ai 36 ans, que je suis célibataire et que j'ai pas d'enfant. Par contre, je suis pas forcément contre l'idée d'en avoir un jour. Mais bon, le temps passe et donc c'était important pour moi de me renseigner sur le sujet. Et en fait, à la base, je m'étais dit que j'avais encore du temps devant moi et je discutais avec des copines l'année dernière, justement du sujet de la préservation de fertilité. Et je me rappelle que je leur ai dit, je me laisse encore un an et pour voir ce que la vie pouvait me réserver. Mais que si à mes 37 ans, j'étais pas dans un projet d'enfant, là j'irais voir ma gynéco pour me renseigner un peu plus sur la démarche. Et en fait, vu qu'on en a parlé avec les copines, ça m'a quand même un peu titillée. Et je me suis renseignée l'été dernier sur Internet pour voir comment ça se passait. Et c'est là que j'ai découvert en fait qu'il y avait un âge limite. Et que l'âge limite, c'était 37 ans, date anniversaire. Et qu'après, il serait trop tard pour entreprendre les démarches. Donc je me suis un peu stressée. Et là, j'ai commencé vraiment à prendre des renseignements et puis à essayer de chercher un centre qui pratiquait en fait l'intervention. Donc là, je vous parle d'un moment, on était en août 2023. Donc pour que vous puissiez bien suivre les différentes étapes par lesquelles je suis passée, je vais aborder le sujet par des points chronologiques. Donc, août 2023, je prends rendez-vous avec un centre d'aide médicale à la procréation. Et donc là, j'ai un premier rendez-vous téléphonique pour faire le point sur ma demande et puis pour organiser la suite des rendez-vous en fait à faire sur place. On arrive à septembre 2023. Là, j'ai un premier rendez-vous avec une gynécologue qui m'explique la procédure complète. Donc, le premier point à savoir, c'est que dans le cadre d'une préservation de fertilité non médicale, ce qui était mon cas, on appelle aussi ça préservation sociale, puisqu'il n'y a pas d'avis médical qui m'oblige à le faire, c'est vraiment dans un cadre social. Là, j'ai un délai en fait de réflexion de 3 mois avant que mon dossier puisse passer en commission et donc avant de pouvoir vraiment entreprendre la démarche de ponction. Donc jusqu'à décembre 2023, en fait, je vais devoir faire plusieurs examens. Des prises de sang, des échographies, des radios, tout ça pour savoir si j'ai pas de problème de fertilité. Et en plus, on doit aussi obligatoirement avoir une consultation avec un psy pour valider la démarche et être sûr que on fait ça, que c'est réfléchi et qu'on sait dans quel cadre on le fait. Décembre 2023, donc j'ai passé tous les examens, j'ai finalisé mon dossier, je l'ai adressé au centre, il passe en commission, il est accepté.
Alors là, il y a un premier ouf, parce que ça veut dire qu'à ce stade-là, normalement, au niveau fertilité, j'ai pas de problème. Alors c'est tout bête, mais c'est déjà important déjà d'être rassuré à ce moment-là sur le fait que tout va bien et qu'on va pouvoir quand même se lancer dans la démarche alors que ça fait déjà 3 mois qu'on patiente. Alors étape suivante, janvier 2023. Là, je dois passer 3 rendez-vous obligatoires au centre avant de démarrer le protocole de ponction des ovocytes. Donc il y a un premier rendez-vous qui se fait avec une sage-femme. Donc le but, c'est qu'elle m'explique comment va se dérouler la stimulation ovarienne que je vais subir, donc les semaines qui vont précéder la ponction. Donc elle m'explique aussi les produits que je vais devoir m'injecter, comment se faire les piqûres, et elle me dit que je serai contactée par téléphone à toutes les étapes clés du protocole par une sage-femme pour me donner les indications importantes. Deuxième rendez-vous de janvier avec le médecin biologiste du centre. Donc là, il m'explique plutôt le procédé de congélation. Et il me parle aussi de la date jusqu'à laquelle seront conservés les ovocytes. Donc 45 ans pour une femme, ce qu'on se disait au début du podcast. Et il me parle aussi du tarif. Donc c'est environ une 50aine d'euros par an en France. Et troisième rendez-vous du mois de janvier avec l'anesthésiste. Donc comme pour toute opération, on fait le point ensemble sur les techniques d'anesthésie qui sont proposées, les allergies, le protocole, etc. Donc il me recommande plutôt l'anesthésie locale pour cette procédure. Mais par contre, il est tout à fait possible de demander une anesthésie générale si on le souhaite. Ça, c'est vraiment en fonction de chacune. Donc une fois tous ces rendez-vous-là réalisés, je recontacte ma gynéco pour qu'on puisse valider ensemble une date d'intervention. Et elle me dit que cette date, elle sera fixée en fonction de mon cycle menstruel et des places disponibles aussi au centre le jour de l'opération. Alors je vais faire un petit point d'étape à ce moment-là de mon récit, parce que là, l'épisode, je pense que dès maintenant, il va parler un petit peu plus aux femmes, parce que je vais aborder le sujet des cycles menstruels et de la stimulation ovarienne. Alors pour tout vous dire, même moi en tant que femme, j'ai eu du mal à tout comprendre quand la gynéco et la sage-femme, elles m'ont expliqué. Mais bon, pour aller au bout de mon sujet, c'est quand même des points que je vais aborder assez brièvement, sachant que je ne suis pas médecin. Je vais répéter ce qu'on m'a dit de manière la plus claire possible, mais je pense que c'est nécessaire, en tout cas pour celles qui sont intéressées par le protocole, de savoir comment ça se passe aussi à ce moment-là. Donc je reprends mon contexte. On est fin janvier 2023. Tous mes rendez-vous obligatoires ont été réalisés, mon dossier est OK, et donc là, j'attends une date. Mais bon, j'attends un peu mal quand même, j'avoue, parce que mon anniversaire, il est fin avril, et donc il me reste plus que 2 mois possibles, février ou mars. Après, il sera trop tard pour faire une ponction. Et même si au départ, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, parce que je voulais juste faire congeler mes ovocytes, mais quand même, avec le calendrier qui arrive, c'est la dernière ligne droite, j'imaginais pas qu'on puisse finalement pas le faire, juste à cause d'une date dans le calendrier. Et puis, après, il y a aussi le fait de se dire que, bon, ok, l'opération, normalement, on va la faire, mais même si on la fait, c'est pas pour autant que je vais bien réagir à la stimulation et qu'on va pouvoir prélever suffisamment d'ovocytes ou des ovocytes qui soient matures. Donc là, le stress commence à monter un petit peu. Bref, on part sur une intervention fin février. Donc ce qu'il faut savoir aussi à cette étape, c'est qu'il faut être le plus disponible possible quand on va arriver au moment de la ponction, parce que le protocole, il est fixé sur la date d'arrivée des règles. Donc on ne peut pas vraiment être sûr du jour d'intervention tant que les règles n'ont pas commencé. Et on sait, nous les femmes, que on peut avoir quelques jours d'avance, quelques jours de retard, et puis en plus, vu qu'il y a un peu le stress qui joue et autres, ça peut avoir un impact. Donc là, en fait, on doit juste attendre déjà que les règles démarrent pour pouvoir faire le point avec la gynéco et partir sur une date fixe. Par exemple, moi j'ai dû annuler des vacances que j'avais prévues en Italie avec ma mère. Je les avais bookées 6 mois avant, mais mes règles devaient arriver la semaine où j'étais censée être en vacances en Italie. Donc voilà, j'ai dû annuler finalement ces vacances-là. Et j'ai aussi dû repousser pas mal de déplacements professionnels qui devaient tomber au mois de février. Donc il faut savoir aussi qu'il faut être relativement disponible et en fonction du mois d'intervention, il faut pas avoir prévu de vacances, de projets, etc. pour être dispo pour démarrer et dispo selon les différents appels que vous pourrez recevoir du centre. Donc là, on arrive au moment de la stimulation ovarienne. Donc pour essayer d'être clair sur les différentes étapes, je vais me baser sur des repères de jours par rapport au cycle menstruel. Donc premièrement, pour préparer au mieux le cycle qui va arriver, sur lequel on va faire la ponction, le protocole il commence déjà avant la date des règles. À J+20
des règles précédentes. On doit porter des patchs qui contiennent des œstrogènes. Donc en gros, une semaine avant la date présumée des règles, on met des patchs sur le bas-ventre. Deuxième étape, les règles arrivent. C'est le J+1 du cycle concerné pour la ponction. Donc là, on retire les patchs et on démarre des piqûres à base de HCG. Donc c'est une hormone produite par le placenta lorsqu'une femme est enceinte. Et ça, on le fait pour faire grossir les ovocytes. Troisième étape, à J+4 des règles, on a un rendez-vous au centre le matin pour une prise de sang et une échographie pour voir en fait comment évoluent les ovocytes en fonction des piqûres et s'ils grossissent de la bonne manière. Donc durant le protocole, on est amené à se rendre à peu près tous les 3-4 jours au centre pour justement procéder à ces examens, prise de sang et échographie, pour bien suivre l'évolution du traitement et réadapter les doses si jamais c'est nécessaire. Étape 4, à J+8, sur appel de la gynécologue, je démarre une nouvelle piqûre, en plus de la première que je prends déjà depuis 8 jours. Donc cette nouvelle piqûre, elle vise à prévenir le pic prématuré de l'hormone LH qui est susceptible d'entraîner une libération prématurée des ovocytes. Donc l'objectif de cette piqûre, en fait, c'est de retarder l'ovulation. Donc bon, je continue le process, je réadapte les doses de chaque piqûre sur les indications de la gynéco, et ça je le fais jusqu'à J+13, donc pendant encore 5 jours. Et à J+13, je stoppe les 2 piqûres que je fais quotidiennement. 5e étape, on arrive à J14 et donc là c'est la dernière piqûre. C'est une nouvelle piqûre, différente des 2 premières, et celle-ci en fait elle permet de déclencher l'ovulation après avoir suivi tout le protocole de stimulation ovarienne. 6e étape, la ponction ovocytaire est prévue à J+16 pour moi. Donc voilà, c'était une indication sur la stimulation ovarienne, les différents jours, le protocole, les piqûres. Au moins ça vous donne la vision que moi j'ai suivie en tout cas pendant le process. Donc arrive J+16, le jour donc de la ponction. C'est une intervention en ambulatoire. On arrive le matin à jeun et les consignes elles vous sont reprécisées en général la veille par le centre qui vous appelle au téléphone. Moi j'avais opté pour une anesthésie générale parce que j'ai des copines qui étaient déjà passées par là et elles m'avaient dit que ça avait été douloureux pour elles. Donc j'ai fait le choix de la générale, je les ai écoutées. Mais quand je suis arrivée en salle d'opération, j'ai parlé avec l'infirmière de bloc et l'anesthésiste. Elles m'ont rassurée et puis elles m'ont proposé de commencer par une locale et que si c'était douloureux, on basculerait sur une générale. Donc je les ai écoutées et finalement je suis partie sur une locale. Ça m'a permis d'assister à l'opération aussi avec elles. Bon, pendant l'opération, rien d'extraordinaire. Vous êtes allongé en position gynécologique, les pattes en l'air, comme dirait ma mère. Et puis on vous prélève les ovocytes à l'aide d'une grosse seringue, qui vient percer l'ovaire pour retirer un à un chaque ovocyte suffisamment gros. Donc pendant l'opération qui a dû durer 10-15 minutes, moi franchement j'ai rien senti. Et j'ai passé après 40 minutes en salle de réveil pour être de retour en chambre. Donc en gros ça a été assez rapide. Et juste après l'opération, le médecin biologiste que j'avais vu en rendez-vous en janvier au centre est venu me voir dans la chambre pour me donner un peu les résultats de l'opération. Donc c'était rassurant, c'était positif, et elle m'a confirmé qu'ils avaient pu prendre suffisamment d'ovocytes matures pour les congeler. J'arrive donc au bout de mon histoire. Donc on m'a prescrit, après quelques antidouleurs pour les jours suivants, et de la progestérone, donc que j'ai pris pendant 12 jours. Donc c'est une hormone aussi féminine qui est produite par les ovaires et qui prépare normalement l'utérus à recevoir un embryon. Bon, dans mon cas, c'était pas une FIV, donc on va dire que j'en avais pas forcément besoin, mais ma gynéco m'a dit que ça m'aiderait à me remettre plus rapidement après les 15 jours de stimulation. Parce que c'est vrai que ça fait quand même 15 jours, on prend beaucoup d'hormones. Moi, je l'ai bien vécu, on va dire que je l'ai bien géré, mais c'est pas forcément facile pour toutes les femmes. Donc voilà, mon cas n'est pas une généralité, je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Par contre, dans les 15 jours qu'on suivit, j'ai senti quand même les effets des hormones, on a quand même le ventre gonflé, etc. C'était pas désagréable. Quelques douleurs, mais on va dire similaires à ce qu'on peut avoir pendant les règles. Mais une fois les 15 jours passés, et puis le cycle qui a repris, donc les nouvelles règles qui sont arrivées, finalement, tout était revenu à la normale pour moi. Donc résultat des courses, on est en avril 2024. J'ai commencé ma démarche en août 2023. Donc il m'aura fallu 9 mois pour arriver à congeler mes ovocytes.
Donc c'est le temps d'une gestation, finalement, c'est un petit clin d'œil, c'est un peu drôle. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait et je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir parler de mon expérience à celles qui se posent des questions ou qui connaissent pas le protocole. J'espère que ça pourra aider celles qui sont intéressées par la démarche. C'est déjà la fin de cet épisode et c'est déjà pas mal. J'espère en tout cas que ça a été utile, que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve au prochain épisode.